Bonjour, je présente aujourd'hui la 42e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Les nationalisations de la libération 1944-1948 » et elle se trouve sous la forme papier dans la partie 4 de mon programme sur le site internet Nikonov 2017. Et elle concerne le deuxième principe de politique économique sur lequel je m'appuie pour réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. En janvier 1943, le Comité d'action socialiste publie dans le populaire journal clandestin le premier programme politique pour l'après-guerre émanant d'un parti politique. Les nationalisations y prennent une place essentielle. Le programme d'action de la résistance, véritable nom du programme du Conseil national de la résistance, le CNR, a été âprement débattu dans la clandestinité. Parmi les réformes annoncées, les nationalisations étaient au cœur du débat. À 2 reprises, les négociations avaient été rompues en décembre 1942 du fait des communistes, en septembre 1943 à cause des communistes et des représentants de la droite. En février 1944, un début de rupture provoqué par les socialistes est rattrapé de justesse. Le programme est finalement signé le 15 mars 1944, le programme du CNR. Pour les résistants, les élites avaient trahi. Elles n'étaient plus dignes de diriger le pays. Il fallait donc reprendre en main l'économie. C'est ce que dit Charles de Gaulle dans un discours prononcé à la radio de Londres le 20 avril 1943. Je cite « Un régime économique et social tel qu'aucun monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l'État ni régir le sort des individus ou, par conséquent, les principales sources de la richesse commune soient ou bien administrées ou tout au moins contrôlées par la nation, où chaque Français ait à tout moment la possibilité de travailler suivant ses aptitudes dans une condition susceptible d'assurer une existence digne à lui-même et à sa famille, où les libres groupements de travailleurs et de techniciens soient associés organiquement à la marche des entreprises. » Fin de citation. Charles de Gaulle insiste encore dans son discours prononcé à l'Assemblée constitutive le 2 mars 1945, je cite « Nous déclarons que l'État doit tenir les leviers de commande. Oui, désormais, c'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources de l'énergie, charbon, électricité, pétrole, ainsi que des principaux moyens de transport ferrés, maritimes, aériens et des moyens de transmission dont tout le reste dépend. C'est son rôle de disposer du crédit afin de diriger l'épargne nationale vers les vastes investissements qu'exigent de pareils développements et d'empêcher que des groupements d'intérêts particuliers puissent contrarier l'intérêt général. » Fin de citation. Le 6 février 1945, un texte commun est adopté par le Comité d'entente socialo-communiste, publié le 2 mars 1945, simultanément par Le Populaire, journal socialiste, et l'Humanité, journal communiste. Les deux partis harmonisent leurs vues sur les nationalisations. Cet accord porte sur, je cite, « la nationalisation et la confiscation des biens des traîtres ». Les nationalisations assuraient la satisfaction des légitimes revendications ouvrières, permettaient le redressement économique, établissaient le fondement de l'indépendance nationale. Une indemnisation équitable serait accordée aux actionnaires. Les directions d'entreprise seront renouvelées. Pour la CGT, la trahison des trusts, comme on les appelait à l'époque, appelait la nationalisation. Ce sont pour elle des raisons patriotiques, mais aussi de démocratie économique. C'est une assurance de mieux-être, la garantie de l'emploi. L'opinion est favorable aux nationalisations. Selon un sondage IFOP d'octobre 1944, 65% des personnes interrogées et 79% des ouvriers sont d'accord pour que les ouvriers participent à la gestion des entreprises. En novembre 1944, 60% des réponses étaient favorables
à la nationalisation des mines. En décembre 1944, 68% des Parisiens interrogés étaient favorables à la nationalisation du gaz de Paris. En avril 1945, 70% des personnes interrogées sont favorables à la nationalisation des banques, 81% chez les ouvriers. En juillet 1945, 62% des personnes interrogées sont favorables à la nationalisation des mines et 65% à celle des assurances. On croit rêver. 3 périodes distinctes de nationalisation peuvent être observées. D'abord, une année d'ordonnance entre 1944 et 1945, ensuite 6 mois de loi de 1945 à 1946, et puis enfin une queue de réforme en 1948. Alors commençons par l'année d'ordonnance entre 1944 et 1945. Le premier gouvernement Charles de Gaulle va durer du 10 septembre 1944 au 21 septembre 1945. Il est issu de l'Assemblée consultative provisoire qui siégea de novembre 1943 à juillet 1944 à Alger avant de se transporter à Paris. Sa première réunion se tient le 3 novembre 1943 à Alger. La majorité de ses membres ne sont pas des élus du peuple, mais tous se sont distingués en s'opposant à l'ennemi et au régime de Vichy. Ce sont des délégués des mouvements de résistance et des centrales syndicales reconstituées dans la clandestinité sur le sol national. Ce sont des parlementaires de 1939 n'ayant pas souscrit le 10 juillet 1940 à l'abdication de la République. Ce sont des représentants des comités de la France libre à travers le monde ou des combattants volontaires, toujours en uniforme, des forces françaises libres. Ils ne sont que 47 à la séance inaugurale du 3 novembre 1943. Ils seront 61 à celle du 9 novembre, sur un effectif nominal de 84 membres. L'Assemblée est très hétérogène. Tous sont unis par la solidarité du patriotisme. Ils s'appellent les uns et les autres « mon cher camarade ». L'Assemblée d'Alger est consultative, à la fois parce qu'elle n'a pas la pleine légitimité que confère le vote populaire, et parce que le général de Gaulle entend conserver la liberté de manœuvre nécessaire aux conjonctures exceptionnelles. Et elle est provisoire, car une fois l'ennemi chassé du territoire, une Assemblée nationale devra être élue, qui décidera souverainement des destinées du pays. Elle appuie unanimement le président du Comité français de libération nationale, CFLN, Charles de Gaulle. Les premières élections se tiendront le 21 octobre 1945 pour élire les membres de l'Assemblée constituante. 6 nationalisations vont être adoptées par ordonnance en un an. Le gouvernement peut en effet demander au Parlement l'autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre son programme. L'autorisation lui est donnée par le vote d'une loi d'habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Anciennement, on les appelait les décrets-lois. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication au journal officiel. Le 13 décembre 1944, les houillères du Nord et du Pas-de-Calais sont nationalisées par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez forte. Le 5 septembre 1944, l'accord de Lens accorde une hausse des salaires de 50%. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, libérés plus tardivement, en collaboration avec les Alliés, le commissaire de la République crée le 10 septembre 1944 une commission d'enquête et d'épuration professionnelle. Le 16 septembre, la nationalisation est réclamée par une délégation de la CGT qui se rend à Paris. Le 27 septembre, un communiqué du Conseil des ministres annonce la future réquisition des houillères. Le 11 octobre, par ordonnance, les directeurs généraux et les directeurs d'exploitation sont suspendus et remplacés par un personnel provisoire. Le 13 décembre, sont créées les houillères nationales, dirigées par un directeur général nommé par le ministre. Le 16 janvier 1945,
une convention collective est signée avec les syndicats, comprenant les comités d'entreprise, et depuis. Mais jusqu'à présent, les propriétaires n'ont pas été dépossédés, et plusieurs bassins échappent à ces mesures. Loire, dans la Loire, la Lorraine, la Saône-et-Loire, la Provence. Le 18 décembre 1944, la marine marchande est nationalisée. Mais ce n'est pas une véritable nationalisation, on en reparlera. Le 16 janvier 1945, les usines Renault sont nationalisées sans compensation financière pour collaboration avec l'ennemi. Préalablement, le 21 août 1944, pendant la bataille pour la libération de Paris, les usines Renault étaient passées sous la protection des forces françaises de l'intérieur. Le 23 septembre, Louis Renault et son directeur général sont inculpés de commerce avec l'ennemi et écroués. Les 26 et 27 septembre, le Conseil des ministres prononçait la réquisition des usines Renault et nommait un administrateur provisoire. Le 15 octobre, le gouvernement décide la confiscation des biens de Louis Renault. Le 24 octobre, Louis Renault décède. Le 23 décembre, l'ordonnance de nationalisation est adoptée par le Conseil des ministres. Elle est signée le 16 janvier 1945 et publiée au journal officiel du 17. La nationalisation avait été précédée d'un plan quinquennal de l'industrie automobile française conçu par la direction des industries métallurgiques du ministère de la Production industrielle. Il fixe pour chaque constructeur les quantités et les modèles à produire. Renault ne subit aucun contrôle a priori. 3 commissaires aux comptes agréés font chaque année l'examen de la comptabilité. L'État a laissé la régie se procurer dans le privé l'essentiel des moyens financiers dont elle avait besoin, contrairement à ses concurrents français ou étrangers d'ailleurs. Le 21 octobre 1945 se tiennent les élections à la première Assemblée nationale constituante. Le Parti communiste recueille 26%, la SFIO 24%, le MRP 24%. Le 29 mai 1945, nationalisation des moteurs d'avion nommés Rhône par transfert de la majorité des actions à l'État. Le 26 juin 1945, nationalisation des transports aériens par transfert de la majorité des actions à l'État avec un minimum de 60%. Air France, Air Bleu, Air France Transatlantique en mars 1945 qui deviendront la Compagnie nationale Air France en 1948. Le 4 octobre 1945, nationalisation des assurances contre les accidents du travail qui sortent des compagnies d'assurance et sont intégrées dans la sécurité sociale par transfert de 100% du capital à l'État. Le 9 octobre 1945, nationalisation de l'École libre des sciences politiques. Le bilan des premiers mois est assez mince. Il est vrai que De Gaulle a refusé de procéder à des nationalisations tant que le suffrage universel ne se serait pas prononcé, au motif que le gouvernement provisoire manquait de légitimité. Il faut noter par ailleurs l'action de freinage de la haute administration, des experts, des économistes, demandant en permanence du temps pour préparer les choses. Au total, la gestion des entreprises nationalisées ne se différencia pas sensiblement des sociétés privées. Il n'y eut pas de renouvellement massif des élites à la tête des entreprises et de la haute administration. En outre, de nombreuses propositions de nationalisation ont été refusées par le général de Gaulle. Le 14 février 1945, proposition de la SFIO de nationaliser l'industrie pharmaceutique. Le 28 février 1945, proposition du PCF de nationaliser les industries chimiques et sidérurgiques et la marine marchande. Le 2 août 1945, proposition de la CGT de nationaliser les messageries Hachette. Le 11 décembre 1945, proposition du PCF de nationaliser les banques d'affaires. La fin de ce premier gouvernement de Gaulle est due à la forte progression des communistes aux élections d'octobre 1945,
26% des voix et 160 sièges, date à partir de laquelle il revendique la direction du gouvernement. Passons à la seconde vague de nationalisation entre 1945 et 1946. Le 2 mars 1945, les socialistes et les communistes se mettent d'accord sur un programme publié simultanément par Le Populaire et l'Humanité, intitulé, je cite, « La nationalisation et la confiscation des biens des traîtres ». Le même jour, le général de Gaulle prononce à l'Assemblée constituante un discours dans lequel il affirme, je cite, « Nous déclarons que l'État doit tenir les leviers de commande. Oui, désormais, c'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources de l'énergie, charbon, électricité, pétrole, ainsi que des principaux moyens de transport ferrés, maritimes, aériens et des moyens de transmission dont tout le reste dépend. C'est son rôle de disposer du crédit, afin de diriger l'épargne nationale vers les vastes investissements qu'exigent de pareils développements et d'empêcher que des groupements d'intérêts particuliers puissent contrarier l'intérêt général. » J'ai déjà cité ce passage, qui est très intéressant. Le 13 novembre 1945 et jusqu'au 20 janvier 1946, Charles de Gaulle est réélu président du gouvernement provisoire. Ce gouvernement est caractérisé par l'entrée de 5 ministres communistes, Maurice Thorez, Ambroise Croizat, François Billot, Marcel Paul et Charles Tillon, après leur forte progression aux élections d'octobre 1945, encore une fois 26% des voix et 160 sièges. La loi du 2 décembre 1945 nationalise la Banque de France et les 4 plus grandes banques françaises de dépôt, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque Nationale du Commerce et de l'Industrie, la BNCI, le Comptoir National d'Escompte de Paris, le CNEP, par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez faible. Elle représente, ces banques, 55% des dépôts dans le pays. Il s'agissait de mettre en place une politique de crédit pour le développement de l'économie et le financement du plan. Les banques d'affaires n'ont pas été intégrées à la loi de nationalisation. Le projet de loi fut déposé un vendredi soir, après la fermeture de la bourse, et voté avant la réouverture le lundi suivant. La loi votée fut transmise immédiatement au journal officiel qui la publia dès le 3 décembre. Les inspecteurs des finances, comme à l'habitude, ont freiné ce processus. 6 mois de loi entre 1945 et 1946 vont transférer à l'État 100% du capital. Le 20 janvier 1946, après 18 mois passés à la tête du gouvernement provisoire, De Gaulle démissionnera au motif d'un désaccord avec le Parti communiste à propos de l'élaboration de la nouvelle Constitution. De Gaulle déclare, je cite, « Le régime exclusif des partis est reparu. Je le réprouve. Mais, à moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. » Fin de citation. Le 26 janvier 1946 et jusqu'au 12 juin 1946, le socialiste Félix Gouin est élu président du gouvernement provisoire. La loi du 8 avril 1946 nationalise le gaz et l'électricité. C'est la création d'Électricité de France et de Gaz de France par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez forte. La notion de nationalisation pour le ministre communiste de la production industrielle, Marcel Paul, est inséparable de la volonté d'améliorer les conditions de travail du personnel. Comme la loi ne le permet pas, c'est le statut unique des gaziers et électriciens qui le permettra. Décret du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières, sécurité absolue de l'emploi, grille unique des salaires, les retraites sont des salaires d'inactivité indexés, égalité de traitement pour les femmes, etc., etc. En avril 1946, nationalisation de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. La loi du 19 avril 1946 nationalise les houillères et crée Charbonnage de France.
les 25 et 30 septembre 1944 dans le Midi languedocien et toulousain, le premier libéré, les commissaires de la République de Montpellier et de Toulouse avaient réquisitionné les mines en vertu de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre. La loi généralise la nationalisation à tous les bassins. La loi du 25 avril 1946 nationalise les 34 plus importantes compagnies d'assurance et crée la Caisse centrale de réassurance par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez faible. Le secteur nationalisé recueillait pourtant 60% des primes au niveau national en 1946. La banalisation des compagnies nationalisées dans l'économie semi-libérale a été immédiate. Il n'était pas possible de distinguer en quoi ces 34 sociétés nationales étaient différentes des 933 autres compagnies. Par exemple, il n'y a pas eu de politique tarifaire gouvernementale. Elles ont continué à faire partie de la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA, qui existe toujours, qui luttait contre les nationalisations. En 1951, par exemple, son président, Gabriel Chénaud de Leritz, affirmait, je cite, « Il m'est parfaitement agréable, messieurs, de constater la parfaite harmonie dans laquelle les trois secteurs de l'assurance, nationale, anonyme privé, mutualiste, coopèrent au sein des organes centraux de notre fédération, comme dans ses groupements techniques. » Je termine la citation. Il présente la sécurité sociale, je cite, comme un mal nécessaire, mais un mal. La CGT et le Parti communiste proposaient la mise en place d'une caisse mobilière et immobilière qui devait gérer les placements des sociétés nationalisées en vue d'une politique économique active. C'était une bonne idée. L'État actionnaire a été laissé comme partenaire dormant. En 1951, la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, la CVCEP, écrit dans un rapport, je cite, « La nationalisation ainsi opérée avec le minimum de transformation par rapport à la situation antérieure n'a engendré aucun changement important dans les conditions d'activité des entreprises nationalisées, ni en France, ni à l'étranger. Elle n'a porté d'entrave au développement de leurs affaires. » En mai 1946, c'est la nationalisation du crédit foncier, du crédit national, des réseaux du crédit agricole, les caisses locales, les caisses régionales, la caisse nationale. Le 17 mai 1946, la loi nationalise les combustibles minéraux. Le décret du 1er juin 1946 nationalise l'assurance crédit au commerce extérieur, crée la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la COFAS, qui existe toujours, et la Banque française pour le commerce extérieur, la BFCE. Mais des projets restent en suspens. Par exemple, la nationalisation de Berlier et la création d'une société nationale de machines-outils. La nationalisation de la Banque de l'Afrique occidentale, demandée le 14 février 1946 par des apparentés communistes. Nationalisation de la Banque de Madagascar, demandée le 15 février 1946 par l'UDSR. Nationalisation de la Banque de la Réunion, demandée le 21 février 1946 par le PCF. Nationalisation de toutes les banques d'émission coloniale, demandée le 13 avril 1946 par le PCF. Le 5 mai 1946, c'est une majorité de non au référendum constitutionnel. Le 11 mai 1946, c'est la nationalisation de la Société nationale des entreprises de presse, la SNEP, par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation est nulle ou assez faible. Le 17 mai 1946, nationalisation de la Banque de l'Algérie par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez faible. Le 17 mai 1946, nationalisation des combustibles minéraux, enfin par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez forte. Le 2 juin 1946,
aux élections de la deuxième Assemblée nationale constituante, le MRP 28%, PCF 26%, SFIO 21%. Après le rejet par référendum du projet de constitution soutenu par les seuls communistes et socialistes, l'élection d'une deuxième constituante fait du MRP le premier parti de France. Georges Bidault devient le chef du gouvernement. Le MRP, les socialistes et les communistes se mettent d'accord pour arrêter les nationalisations. Seuls 2 des 12 textes entre 1944 et 1946 avancent des motivations sociales dans leur exposé des motifs pour les nationalisations. C'est le cas des accidents du travail, où on peut citer le souci élémentaire de justice sociale, l'élan de fraternité et de rapprochement des classes qui marqua la fin de la guerre. C'est aussi le cas des houillères. On peut lire « créer le climat social le plus favorable à la reprise du travail » ou encore « assurer au mieux la sauvegarde des intérêts de la santé des travailleurs », apaiser les conflits qui opposent souvent les patrons et les ouvriers, faire droit aux justes revendications et faire participer les travailleurs à la gestion des entreprises. Du 26 juin 1946 au 28 novembre 1946, Georges Bidault, chrétien-démocrate, est élu président du gouvernement provisoire. Ce gouvernement ne procédera à aucune nationalisation. Au contraire, il repoussera plusieurs nationalisations. Celle des ressources thermales demandées par le PCF, de la sidérurgie demandée en septembre 1946 par le PCF. Le 10 novembre 1946, aux élections législatives, le PCF obtient 29%, le MRP 26%, la SFIO 18%. Le 16 décembre 1946, jusqu'au 20 janvier 1947, Léon Blum de la SFIO est élu président du Conseil. Troisième acte des nationalisations, la période de 1947-1948. Du 22 janvier 1947 jusqu'au 21 octobre 1947, Paul Ramadier, SFIO, est président du Conseil. Le 21 février 1947, 2 sociétés de navigation maritime sont nationalisées. Le 5 mai 1947, c'est la fin de la participation communiste au gouvernement. Du 17 novembre au 9 décembre 1947, il y a de grandes grèves. Du 24 novembre 1947 jusqu'au 19 juillet 1948, Robert Schuman du MRP est président du Conseil. Le 23 février 1948, c'est la fin de la nationalisation de la marine marchande. Le 21 mars 1948, nationalisation de la RATP, ORTP par transfert de 100% du capital à l'État. L'indemnisation des actionnaires est assez forte. Le 16 juin 1948, fin de la nationalisation d'Air France. Les autres titres de gloire de ce gouvernement seront d'avoir refusé la nationalisation de Berlier, demandée encore une fois en février 1948 par le PCF, de Francolor, demandée en juin 1948 par le PCF. Du 26 juillet 1948 au 28 août, André Maris du PRS est président du Conseil. Rien à signaler. Du 5 septembre 1948 au 7 septembre 1948, Robert Schuman est élu président du Conseil pour la 2e fois. Rien à signaler. Du 11 septembre 1948 au 5 octobre 1949, Henri Queuille du PRS, Parti radical socialiste, est président du Conseil. Du 4 octobre 1948 au 29 novembre 1948, de grandes grèves particulièrement violentes vont avoir lieu. À la fin de 1948, le PCF parlait de fausse nationalisation, qui constituait le dernier recours des hommes des trusts et dénonçait l'État patron. Dans la plupart des cas, en effet, il ne s'agissait pas de vraie nationalisation, mais de sociétés d'économie mixte. D'ailleurs, en 1947, le Conseil d'État avait cassé la plupart des arrêtés de réquisition au lendemain de la Libération et organisait le retour des entreprises à ses anciens propriétaires. Il reste en effet, à cette période, une vingtaine d'entreprises ayant un administrateur provisoire nommé par les préfets.